Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Politique sans tabou en direct sur Culture Radio et en nouvelle diffusion sur Reporter Bénémonde. Alors, le thème d'aujourd'hui, alternance et renouvellement de leadership politique. Quel réel enjeu pour 2026? Et mes invités, Monsieur Wilfried Apollinaire Avoyon, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais super bien, vous? Ça va super bien. Vous êtes le président de la Nouvelle Force Nationale, parti politique d'opposition ou centriste? Nous sommes des non-alignés. D'accord. On va y revenir. Ok. Alors, et de l'autre côté, Monsieur Dimitri Anagoputa, bonsoir. Bonsoir. Acteur politique, membre de l'Union progressiste. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir partagé. Alors, on va démarrer sans plus tarder. Monsieur Avoyon, actualité au Bénin fournie et nous n'allons pas manquer, au regard de notre thème, de circonscrire notre thème dans justement l'actualité, sinon la bipolarisation de la vie politique par M. Boniaï et M. Patrice Talon. Et ce n'est pas pour rien que ça parle de renouvellement du leadership politique. D'ailleurs, vous en avez fait un combat. Qu'entendez-vous déjà par renouvellement du leadership politique? Merci, Pis. Je ne m'empêcherai pas de vous dire merci pour l'invitation et remercier également toutes vos organes qui font un travail remarquable. Et c'est ma première fois dans vos studios, donc je vais permettre de dire merci. Merci pour tout ce que vous faites. La République vous sera reconnaissant au moment venu. Tout le plaisir est pour nous. Alors, quand on parle de leadership politique, je voudrais bien qu'on s'entende d'abord sur un certain nombre de concepts. Le leadership. Le leader. Le leader, c'est quelqu'un qui a cette capacité de pouvoir guider, inspirer et nous conduire pour l'atteinte des objectifs sur lesquels nous nous sommes communément entendus. En ce qui concerne la politique, c'est-à-dire ceux qui gèrent le pays depuis un certain temps, si on vient aujourd'hui à se poser la question s'il ne faudrait pas renouveler, s'il ne faudrait pas proposer un autre type d'acteur politique, c'est que ceux qui sont là, les résultats sont très loin, certainement des attentes des Béninois. La dernière fois, à l'avènement en février dernier, nous avons lu le discours, comment on appelle le discours programme. Je vous assure, quand vous lisez aujourd'hui le discours programme de 112, on a l'impression que les problèmes demeurent toujours les mêmes. Ça veut dire que les Béninois sont restés sur les soifs. Alors, pourquoi faut-il renouveler? Je voudrais me permettre de choisir juste 4 secteurs pour décrire ce que je veux dire. Allez-y. Je voudrais parler du secteur de la santé. Vous savez que les normes en termes de mortalité internationalement reconnues, c'est 70 pour 10 000. Aujourd'hui, au Bénin, nous sommes encore à 931. 931 enfants meurent chaque année sur 10 000 parce qu'on a besoin de questions de santé, on a questions de protection. Vous savez que 7% des Béninois ont la protection sociale hors la santé. Et quand on inclut la protection la protection sociale et la santé, on est à 4%. Vous savez que 16% seulement des filles que nous voyons à l'école finissent le secondaire. C'est dit qu'en réalité, qu'il y a tellement de choses sur lesquelles les Béninois sont restés sur les soifs. Ce n'est pas une question de mandat, c'est une question de cumul, de frustration, de retard dans le développement des décennies d'années. Donc ce n'est pas que je parle de 2 mandats de président Talon. C'est dit que quand vous prenez la question de l'eau, où le Bénin a pris l'engagement au niveau international d'atteindre le seul ODD, où on est sûr d'atteindre, depuis l'année passée, nous sommes en situation de stagnation. 32% des Béninois n'ont même pas l'accès à l'eau potable. Près de 100% dans les milieux ruraux. C'est dit qu'en réalité, que autant de domaines, on pourrait en réalité perdre de temps sur tous les domaines. Nous nous rendons compte en réalité que le Bénin est encore en retard par rapport au développement que nous sommes donnés dans l'AFIA 2025, où depuis un certain temps, nous sommes en train de vouloir définir la vision de 2060 qui s'arrive avec la vision de l'Union africaine. C'est pour dire que si les gens sont tout faits et on n'a pas atteint le résultat, c'est normal qu'on se dise qu'en réalité qu'ils n'ont pas l'objectif, ils n'ont pas le charisme qu'il faut pour inspirer et conduire à ce que nous puissions atteindre les objectifs qu'il faut. Et donc, je pense en réalité qu'ils ont échoué. Quand vous observez la plupart de nos doyens, je voulais citer quelques noms, le professeur, Poutevoye dirait paix à son âme, le maître Adrien Hongbeji, ils étaient députés, maires, comment dirais-je, ils étaient ministres, procureurs, à l'âge de 25 ans, 27 ans. Mais aujourd'hui,
Qu'est-ce qu'ils ont pu contribuer enfin, en termes de développement pour que nous puissions atteindre ces objectifs? Je pense en réalité qu'on a besoin des Béninois plus patriotes. Et c'est à ça que nous travaillons depuis un certain temps. Et la question, ce n'est pas une question de jeunesse. Je voudrais vous tirer votre attention là-dessus. C'est la création, la construction d'un nouveau type d'acteurs politiques. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Parce que les jeunes ont montré également leurs limites. La plupart des jeunes aujourd'hui qui s'engagent en politique, je dis la plupart parce qu'il y a des exceptions. Vous leur demandez qu'est-ce qu'ils font, ils vous diront qu'ils sont des opérateurs économiques. Je les appelle des démarcheurs politiques. Pourquoi? La plupart d'entre eux, quand vous leur demandez ce qu'ils font, ils diront qu'ils sont des opérateurs économiques. Alors, quelle est la production qu'ils font? C'est des gens qui sont là pour raser les murs, pour avoir les marchés publics. Désolé de le dire. Il y en a de vertueux, je en connais vraiment. Mais il y a d'autres, la plupart d'entre eux, ils construisent, ils ont des parrains dans l'ancienne classe politique. Et qu'ils s'arrangent pour avoir des facilités dans les marchés publics. Demandez aux opérateurs économiques qui se disent politiciens aujourd'hui jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Quelle est la production qu'ils font? Ils vous diront que non, ils importent ceci, ils font ceci, cela. C'est des marchés publics. Et dans quelles conditions ils obtiennent ces marchés? Et donc, vous voyez, dans ces conditions, si nous voulons arrêter un renouvellement de qualité, il ne faudrait pas miser sur la jeunesse seulement. Il faut mesurer sur arrêter la construction, arrêter de cette mind, de la manière de penser la gouvernance, de la manière de gérer. Et c'est sur ça que nous sommes battus depuis 2019, 12 janvier, où nous avons fait notre premier congrès, pour pouvoir travailler à la construction d'un nouveau acteur politique. Et ça, c'est le lieu de remercier d'autres partenaires qui nous appuient parce que nous avons désormais une école du parti. Nous avons des curricula de formation aujourd'hui pour pouvoir créer ce nouveau acteur politique. Donc, c'est ce que je peux dire dans un premier temps pour dire, quand on dit renouvellement de la classe politique, renouvellement du leadership politique, il faudrait construire d'autres nouveaux types d'acteurs politiques pour qu'ils puissent inspirer et nous conduire à l'objectif que nous nous sommes donné et que nous apprêtons de définir un nouvel objectif pour 2060 pour le Bénin. Merci, M. Avoyon. M. Anago Kouta, le président Avoyon vient de dire que des années à aujourd'hui, les problèmes restent les mêmes. Il a cité certains noms d'acteurs politiques qui n'ont pas manqué de marquer la vie, l'histoire politique de notre pays. Est-ce que, selon vous, les problèmes qui restent aujourd'hui sont à l'actif de ces personnes-là qui, à un moment donné, ont pensé, ont conçu le système politique béninois, ou c'est dans la conception même du système politique que ça biaise, en fait? Merci, Madame Noir. Je pense que, à mon tour, je voudrais vous saluer toute la chaîne. Merci. Ainsi que les acteurs qui sont de l'autre côté. Et je ne saurais peut-être véritablement partager les mêmes propos que mon cher ami, M. Avoyon. Déjà, moi je pense qu'il faudrait peut-être recentrer ou recadrer un peu notre thème. C'est vrai qu'il a défini un bon pan de ça, même si l'envie l'a vite envoyé peut-être dans les détails. Il est pressé d'en finir avec peut-être. Je pense que nous parlons de l'alternance et du renouvellement du leadership. Et que vous avez mis ensemble deux... À dessein. Certainement. Donc, l'alternance, c'est l'alternance au pouvoir. Oui. C'est pour très bientôt, oui. Dans peu de temps, sur tous les niveaux pratiquement, le niveau communal, le niveau législatif, le niveau présidentiel, donc c'est pour très bientôt. Et je vois votre thème comme étant un appel à ce que autres types d'acteurs prennent leurs responsabilités d'une manière ou d'une autre dans cet immédiat-là, se préparent à cet immédiat. Et sur la question, en termes de leadership, oui, le renouvellement, je pense qu'il est nécessaire. Il est nécessaire et ça rejoint un peu une partie de ce que mon ami a dit tout à l'heure. Non pas parce que les autres acteurs n'ont rien fait, okay. Mais ils peuvent être dépassés par le temps. Et lui et moi, aujourd'hui, nous sommes venus ici avec les androïdes.
il y a 20-25 ans, peut-être qu'ils allaient sur les plateaux, peut-être même sans téléphone, je ne sais pas du tout. Voyez-vous, donc, c'est pour vous dire que les enjeux ne sont pas les mêmes aujourd'hui qu'hier. J'avais pour habitude de dire souvent quelque chose à nos, je vais dire, nos moments phares de chômage dans ce pays. Je dis, mais on ne peut pas confier les problèmes des chômeurs à des gens que le boulot attendait avant qu'ils ne finissent leur étude. Hier, ils ne peuvent pas régler. Ils n'ont pas connu le chômage. Pour la plupart d'entre eux, sortis de l'école, sortis même parfois déjà du baccalauréat, sortis parfois juste du BEPC, il y a la carrière de jeunes enseignants révolutionnaires ou autres, infirmiers, machin et tout, qui attendaient beaucoup. Mais nous, on est une génération où la fonction publique, parce que c'est elle qui les employait tous essentiellement. Nous, on est une génération que la fonction publique ne peut pas employer à 100%, peut-être même pas à 20%. À partir de ce moment-là, il y a un défi pour cette génération, mais un défi que ne peut pas régler des gens qui sont d'une génération qui n'a pas connu ce problème. Donc, il est normal que certains acteurs puissent être dépassés par les enjeux. Les problèmes, selon vous, sont fonction des époques. Des époques. Mais ceux qui sont passés ont fait. Vous savez, mon ami a cité tout à l'heure, par exemple, le professeur Albert Evoidre. Comme moi, je cite souvent en référence parmi ceux de l'autre génération qui se sont battus. Parce que pour les questions d'emploi dans ce pays, je l'ai vu prendre beaucoup d'initiatives à son ministère. La CIPEN, la coordination des initiatives de projets d'emploi nouveaux, PDA, programme d'insertion des sans-emploi dans l'agriculture et autres. L'idée en elle-même, en ce moment-là, était pour créer de l'emploi, qui était le problème de ce moment-là. Mais dans son application, par les cadres ou peut-être ceux qui ont donné corps au projet par la suite, peut-être que c'est à ce niveau qu'il y a eu des erreurs. Donc, les autres ont pris aussi des initiatives. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire en leur temps. S'ils sont dépassés, il nous revient à, je vais dire, la nouvelle classe politique qui se dessine, de prendre ses responsabilités, de trouver les voies et moyens pour avoir droit de citer et faire valoir notre leadership. C'est-à-dire notre capacité désormais à donner un autre discours. Hier, l'homme politique, quand il vient sur le terrain, il se fait entourer peut-être de jeunes sur la base de promesses d'emploi. On vous trouvera un emploi, venez dans notre parti. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus tenir ce discours-là. Parce que justement, de plus en plus, il se fait que ça ne dépend plus de vous, ça ne dépend plus forcément d'un acteur. Peut-être que ça peut continuer d'une certaine manière, mais ça ne dépend plus systématiquement d'un acteur de vous promettre maintenant un emploi à la fonction publique. Ça dépend de vos efforts fournis. La transparence, de plus en plus, est de mise sur beaucoup de concours de recrutement et autres. Donc, il faut trouver un autre discours. Parce que le leadership, c'est ça aussi, c'est le discours. Ce n'est pas forcément les hommes. Le leadership, ce n'est pas les leaders. Ce n'est pas une nouvelle génération de leaders. Non, c'est un nouveau discours. Parce que le leadership, c'est votre capacité à amener les autres à vous suivre vers la direction que vous prenez. Qui est, comme il a dit tout à l'heure, peut-être une direction vers un objectif commun à nous tous. Mais pour y aller, pour convaincre les gens à vous suivre pour y aller, il faut désormais un autre discours que le discours qui a été tenu jusque-là. Il y a eu un temps dans ce pays où le discours était régionaliste. Tel parti, tel leader, c'est telle zone. Ça, c'est bien avant nous. Tel autre, on a entendu parler du temps de Maga Akwitia au Manegbe. Le discours était beaucoup plus sectaire. De plus en plus, il a fallu à un moment donné que ce discours change. Les gens trouvent un autre. En notre temps, le discours doit également changer. On ne peut plus promettre d'emploi à un jeune. On ne peut que désormais promettre de travailler à ce que le secteur privé puisse prendre de l'envol et être capable de créer ou de promouvoir beaucoup d'emplois, indépendamment de ce que l'État peut faire. Donc, je pense que c'est beaucoup plus en termes de discours à tenir que je trouve aujourd'hui le renouvellement de leadership, ainsi que la prise de responsabilité d'une autre catégorie d'acteurs que nous constituons, peut-être lui et moi, capables de discuter des questions
fondamentale, au-delà des questions d'appartenance à une mouvance ou à une opposition, d'avoir des minima sur lesquels nous pouvons nous entendre, quels que soient nos bords et nos sensibilités politiques. Alors, sur la question, je reste avec vous, sur la question de l'alternance, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Est-ce que au sein de vous appartenez à un parti, l'Union progressiste, le Renouveau, est-ce que les débats ont lieu sur l'alternance après 2026? Ben, vous savez, l'Union progressiste est un parti tellement grand que le cadre du débat ne peut être que, je vais dire, pas secteur ou pas région ou pas zone ou pas affinité. Le débat global, je ne sais pas avec combien de personnes, vous pouvez le faire avec un parti comme l'Union progressiste. Au sein de nos instances, peut-être. Mais je ne suis pas d'accord que le débat public puisse s'arrêter au niveau des instances où il y a peut-être 25 personnes ou 100 personnes qui débattent. Non. Il y a d'autres personnes peut-être en arrière-plan qui ont plus d'idées, qui ont de meilleures propositions à faire. Donc, le débat se fait peut-être pas forcément dans un cadre formel, surtout quand ça va dans un cadre formel, hein, vous savez, ça prend effectivement son qualificatif, c'est si formel que finalement c'est dénué de tout sens. Ok, mais pour vous. Le débat, voilà, si c'est pour moi, oui. La question de l'alternance, ça peut se faire de deux manières. Vous savez, l'alternance, généralement, nous concevons ça comme étant ceux qui sont là aujourd'hui en train de gouverner vont quitter, d'autres personnes vont venir. Mais moi, je pense que ce qui nous amène ici aujourd'hui, l'alternance dont vous parlez, c'est que même si ça devait se passer au sein de mon camp politique, au sein de la mouvance, il faudrait que de nouveaux acteurs puissent faire des efforts pour prendre leur place dans le débat. Qu'un nouveau leadership se dégage. Oui. Donc, c'est comme ça que... Mais le débat se fait. Le débat se fait au sein comme vous avez dit, de nouvelles classes. Je ne sais pas, ça m'embête un peu d'utiliser, comme il a dit tout à l'heure, le thème jeune. Donc, dire au sein des jeunes, j'ai du mal à dire ça effectivement comme lui. Mais ne s'en cachons pas. Non. Ne nous en cachons pas. Non, justement, c'est pourquoi je vous ai dit, ça fait partie de ce que nous disons. Ce discours avait peut-être été tenu hier par ceux qui veulent cette forme d'alternance dont nous parlons. Mais aujourd'hui, il faut finir avec ça parce que c'est un discours. C'est une terminologie qui a montré aussi ses limites et qu'il ne faut plus porter. Mais fondamentalement, l'alternance se fera sous quel format? Est-ce que, selon vous, avec ce qui se dessine, ça pourrait se faire dans la continuité ou ça va se faire, ça sera un renouvellement total? Non, vous parlez de... C'est pourquoi je dis tout à l'heure, il y a deux types d'alternance. Je parle d'alternance. Vous parlez de renouvellement. Non, je parle d'abord d'alternance. Et je dis, est-ce que moi, en tant que mouvancier... Est-ce que pour vous, en tant que mouvancier ou en tant qu'acteur politique, vous espérez que l'alternance se fasse sous un fond de continuité? Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, ça veut dire que, je suppose, le camp actuel au pouvoir revient encore au pouvoir. Ça va de soi, je suis de la mouvance. C'est tant mieux. Mais je suis de la mouvance, ça va de soi. Ou est-ce que vous espérez que de nouveaux acteurs, que ce soit une alternance avec réellement, non, je vous comprends. Je vous comprends, mais c'est inconcevable que en tant qu'acteur de la mouvance, devant vous ici, je vous dise que je compte, ou du moins que je souhaite une alternance qui enlève mon camp du pouvoir. Même vous n'allez pas me croire. C'est pas possible. Non, vous pourriez appartenir à un camp et ne pas être d'accord avec la façon dont les choses se font. Si je ne suis pas d'accord avec la façon dont les choses se font, je vais quitter. Président Avoyon, je reviens à vous. Vous parlez de création d'un nouveau type d'acteurs politiques. Et on a vu votre parti s'illustrer fortement à cela. Quel type de renouvellement aujourd'hui vous incarnez? Permettez-moi de dire un petit mot par rapport à l'intervention. Je ne voulais pas vous le permettre parce que désolé, c'est très important. C'est très important que nos compatriotes puissent comprendre que le problème n'a pas évolué.
Je le dis, j'insiste, parce que je vous invite à lire le discours-programme que le feu général Mathieu Crécois a lu quand il a pris le pouvoir. Vous aurez l'impression que rien n'a changé. Quand vous prenez par exemple la question de la santé, elle n'a pas évolué, elle n'a pas changé. Les gens parlaient de soins de santé. Aujourd'hui, nous en parlons encore. On parlait... Aujourd'hui, nous avons l'assurance maladie. Je vous assure, 7% des Béninois ont la protection sociale. Quand vous ajoutez la santé à la protection sociale, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des indicateurs nationaux. Vous comprenez? Validés même au niveau international qui le disent. On donne en réalité la situation du Bénin de tous les pays. Il y a 4% seulement de Béninois qui ont la couverture. Alors, est-ce que ça a évolué? Sur 12 millions de Béninois environ, il n'y a que 4% qui ont cette santé. Est-ce que la situation a évolué? Avant, c'est vrai, les gens avaient de boulot aujourd'hui, mais nous avons un autre problème. C'est pour ça que je suis tellement chiffonné parfois quand les gens évoquent la question de chômage. Non, pas de l'emploi. Okay. Ils n'évoquent pas souvent la question de l'emploi pour décrire la question. Le chômage, ils évoquent souvent. Le chômage dans notre contexte au Bénin ne veut rien dire. Le chômage ne veut rien dire au Bénin. Mais la question la plus importante, c'est la question d'emploi visible et d'emploi invisible. C'est-à-dire, quand vous prenez par exemple un jeune qui fait deuxième étudiant ou bien qui est maître d'études de votre maison, il n'est pas un chômeur. Et du coup, cet indicateur chez nous ici, elle est à moins de 3%. Ça ne veut rien dire. Je vais vous dire, oui. Je vais vous dire. Vous savez que la pauvreté au Bénin est de l'ordre de près de 44%. C'est-à-dire les Béninois qui n'arrivent pas à couvrir leurs soins, les besoins alimentaires, non alimentaires. Les besoins fondamentaux est jusqu'à 44%. Ça me pose un problème que la situation n'a pas évolué. Mais, non, je viens. C'est pour dire qu'en réalité, quand mon ami dit que les gens... Non, ils avaient un autre problème également en son temps. Mais aujourd'hui, les questions sur les questions de développement demeurent les mêmes. Donc, on dit aujourd'hui que la situation n'a pas évolué. Et c'est quand je dis que c'est la faute à ces aînés, à ces acteurs politiques. Parce que la question, quoi, quand vous êtes leader, vous pouvez avoir beau le discours. Le discours inspire, le discours vous guider des gens. Ça doit vous conduire en réalité à un objectif. L'objectif, c'est qu'il y ait le développement. Mais quelles seraient, selon vous, les caractéristiques Merci beaucoup. C'est pour dire que je voudrais faire ces clarifications. La question de... Les gens entendaient de boulot, le boulot venait, oui, il y avait ça aujourd'hui, mais ça nous a donné quoi? C'est ça la question. Aujourd'hui, quand l'alternance au pouvoir... non, on parle d'alternance quand ceux qui sont dans le feu de l'action n'arrivent pas à combler les attentes de leur gouvernement. On peut dire qu'on aspire plus à une alternance. Et la situation que nous vivons aujourd'hui dans notre pays actuellement, c'est ça. Tout le monde veut que la mouvance puisse perdre les élections. Non, il le sait, nous le savons. Non, je viens. Et ça a été toujours comme ça, vous vous rappelez, de 2015-2016. Quand le président Yahi finissait, tout le monde voulait, malgré que tous les partis politiques soutenaient le président, le candidat Béné Gaillan, que je soutenais en son temps. Ils ont échoué. Tout le peuple voulait... En fait, c'est ce qui va se passer d'ici à là. J'espère peut-être que, et que j'ai dit tout à l'heure, pour celui qui voudra être président récemment, nous attendons 3 choses. La première, il ne faut pas qu'il soit un président revanchard. Parce que, vous avez vu ce que nous avons assisté en 2016, où il faut suspendre, parce que c'était de leur régime. On n'a plus besoin en 2026 d'un président revanchard pour dire il faut venger le pouvoir parce qu'il a fait telle chose. Deuxième chose, nous avons besoin, qu'on veuille ou pas, vous savez que c'est pour ça que je dis, et mon nom c'est Avoyon, Avoyon dit Avoyon qu'un homme pas. Quand l'ennemi porte un truc qui est bien, il le croit de le lui dire. Tout le mandat de Talon n'a pas été mauvais. Il y a eu des infrastructures de proximité. Il faudrait que ce président qui viendra en 2016, 2026, s'il vous plaît, puisse permettre de poursuivre en réalité les infrastructures de proximité. Il faudrait quand même que ce président en 2026 puisse être président qui est à cœur au social. Et c'est ça que nous avons créé, qui a amené le pouvoir du président Talon à dire à son second mandat, je voudrais que ce mandat soit hautement social. Ça veut dire que c'est une reconnaissance que le premier n'a pas été hautement social. Et nous travaillons actuellement sur le budget général de l'État, qui est l'instrument qui mesure le degré de sociabilité d'un budget. Et du coup, nous allons donner notre avis d'ici à la suite pour voir les députés qui vont voter le budget qui est en cours, jusqu'à quelle hauteur les dépenses prévues pour être réalisées en 2024 permettent en réalité d'atteindre le secteur du social.
le secteur social qui a un certain photo. Alors, la question de renouvellement de la classe politique, de nouveaux types d'acteurs politiques dont nous sommes porteurs, que nous revendiquons, je disais tout à l'heure, le renouvellement n'est pas question d'âge. Parce que nous avons vu des jeunes qui ont eu des partenaires, qui ont venu au maire, on a vu pour des questions d'argent. Et donc ce n'est pas question forcément d'argent. On a vu des jeunes qui nous ont inspirés dans ce pays. Je voudrais parler de certains qui sont de l'UP aujourd'hui, de son parti, et qui aujourd'hui ont laissé tous les dégoûts en réalité à la cause de la jeunesse quand on dit jeune. C'est pour dire qu'il faut travailler en réalité à des Béninois plus patriotes. Vous savez, les gens pensent en réalité que moi, par exemple, à Apollinaire, je suis trop jeune. C'est vrai, il y a la dimension jeune. Je suis trop jeune, qu'on est trop pressé, qu'on est fait ci. Vous savez, je suis le plus jeune des présidents à l'heure où je vous parle. On pense que on ne veut pas militer aux côtés des autres présidents des partis politiques et qu'on ne veut pas militer avec les autres pour créer grandes partis politiques. Mais quelle est la place de ces jeunes-là? Vous savez, j'ai fait 17 ans, je suis dans ma 17e année à la fonction publique, pour ne pas dire 18 ans, depuis que j'ai fini arrêter mon premier cycle pour commencer à travailler. Et on estime que je suis jeune aujourd'hui, que je ne suis pas expérimenté. Eux, je citais le président Tevoy Girel, je citais le président Hongbeji parce que à quel âge ils ont été procureurs, à quel âge ils ont été ministres, c'était à 27 ans. Alors, je voudrais vous dire quelques statistiques pour justifier la dimension de jeunes sur lesquels il faut miser. Et je dis, quand vous dites jeunes, faites attention à la qualité des jeunes, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Parce que j'ai l'habitude de répéter quelque chose que le président Talon a repris la dernière fois. La politique, sous nos cieux, n'est pas une profession. Vous avez de l'expertise dans un domaine, vous avez accumulé des expériences et vous venez mettre au service de l'État à un moment donné. Et quand vous finissez, vous devez avoir le courage et retourner arrêter à vos activités ordinaires et laisser les autres courir. Qu'est-ce que je veux dire? Quand vous prenez les statistiques du Bénin, alors je vous parle de l'ANIP, vous constatez en réalité que 50% des Béninois ont moins de 25 ans. La moitié des Béninois ont moins de 25 ans. Faites attention aux chiffres que j'avance. La moitié des Béninois ont moins de 25 ans. Dans un premier temps, on dit avant d'être député au Bénin, il faut avoir 25 ans. C'est-à-dire, on occulte diable. C'est vrai qu'il y a ceux qui n'ont pas encore 18 ans. On est d'accord, il faut être majeur. Alors, ailleurs même, il y en a 17 ans, la majorité. C'est-à-dire qu'en réalité, les bases juridiques, législatives, réglementaires au Bénin et institutionnelles, instituées, excluent les jeunes. J'en connais de jeunes, je peux citer des noms, qui ont été même repérés en réalité au niveau international, que j'ai vu sur des forums internationaux, mais quand vous voyez ce qu'ils débitent en réalité, à la qualité de leurs interventions, vous vous dites, mais ça, c'est de ça que nous voulons. Ça veut dire que ceux qui ont pris en otage le pays, et je voudrais dire ceux, quand je dis ceux, vous savez, les Béninois qui ont 50 ans et plus ne représentent que 10%. Les Béninois qui ont plus de 50 ans au Bénin ne sont que 10%. Et ceux qui ont 55 ans ne représentent 7%. Je vous dis, c'est des chiffres de l'ANIP. J'ai dû signer des papiers pour avoir accès à ça. C'est dit que ceux qui ont 50 ans, regardez, 7% de Béninois empêchent la majorité de pouvoir accéder au pouvoir pour gouverner. Et ça me pose un problème. Quand je sais que, par exemple, j'ai vu les amis BR, ils disent ils ont un organe d'observation de jeunes, c'est 35 ans. On est d'accord. Les 35 ans, ceux qui ont 35 ans au Bénin, ils sont en 75%. 75% des Béninois ont moins de 35 ans. Et du coup, globalement, le système est mis en place pour que les jeunes capables, valables, qui peuvent accéder à cette fonction et qui peuvent le faire, tout le système empêche ces jeunes de s'exprimer, de pouvoir avoir accès à ça. Je vous donne d'autres exemples. Quand vous voulez être maire au Bénin, il faut être 10 000 francs pour la caution. Et pour être député, il faut payer près de 3 millions. Avant qu'on écrit qu'ils ne viennent qu'en état 1 500 000. Combien de Béninois gagnent 100 000 francs à la fin du mois, s'il vous plaît? Combien? Moi, je ne bavarde pas. Je suis dans le factuel. Mais est-ce que je viens. Combien de Béninois gagnent 100 000 francs au Bénin? Ça veut dire que si vous gagnez 100 000 francs au Bénin, vous pouvez travailler 1 an durant. Vous décidez de ne pas toucher à votre salaire, ni vous nourrir, ni vous vêtir, ni soigner vos enfants, ni les envoyer à l'école. En 1 an, vous ne serez pas en mesure de payer cette caution. C'est pour dire quoi? On nous empêche de nous exprimer. Oui. On pense que nous sommes trop jeunes pour aller en politique. Et du coup, c'est là qu'il faudrait en réalité agir. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, les élections passées, où j'ai vu malgré tout ce qui... À part qu'on croit que vous êtes trop jeune pour vous engager, qu'est-ce que fondamentalement vous critiquez chez les anciens que vous ne referez plus vous? Non, il faut revoir d'abord notre cadre réglementaire.
pour permettre en réalité à la majorité d'avoir accès. Ailleurs au Kenya, j'ai vu des jeunes de 18 ans, 20 ans faire en réalité des milliers de kilomètres pour exprimer, parce qu'ils n'avaient pas l'argent. Mais la loi leur permet d'aller aux élections. Il a marché de maison en maison pour se faire élire député. Aujourd'hui, on met la barrière d'âge. On met la barrière d'argent. Mais laissez les gens, c'est pour ça que je l'ai dit la dernière fois, laissez la démocratie respirer. Laissez la démocratie respirer. Je vous explique, mon ami parlait tout à l'heure de l'alternance du débat qui s'anime au sein de son parti politique. Un jeune l'a dit la dernière fois, il a voulu exprimer son état d'âme. Que dans un côté, je critique de manque de discipline du groupe entre griffes, et là encore, je peux le comprendre. Mais on a vu le résultat. Je voulais parler de mon jeune frère Ozad. Ozad était obligé de quitter. Ils ont parlé, on a suivi. Enfin, d'une manière ou d'une autre, pourquoi il est parti. Et c'est dans son parti politique. Parce que quelqu'un de son parti politique a exprimé que telle personne est le mieux placée pour assurer l'alternance. Mais on a vu le résultat. Il n'y a pas de débat dans leur camp. La jeunesse n'a pas la parole dans leur camp. La jeunesse ne peut pas. C'est pour dire que on veut juste que les gens se laissent la démocratie respirer. Qu'il y ait de débat. Regardez, on a voulu qu'il y ait des élections au niveau des maires. On a dit stop, on est allé à l'Assemblée. On va où? Monsieur Anagokuta, vous avez entendu le bilan dressé par le président Avoyon et je suppose que vous avez beaucoup de choses à y redire. Mais avant, dites-moi, selon vous, finalement, quelles sont les conditions pour une alternance réussie en 2026? Merci, madame. J'espère que vous me donnerez suffisamment de temps pour... vous en avez eu d'abord. Suffisamment. Primo, non, quand je prends mon temps de parole aussi, j'aurais quand même souhaité revenir sur un certain nombre de choses. Parce que après tout, le parti, si nous parlons d'autres choses, mais quand le parti auquel vous appartenez est indexé dans certaines réalités qui ne sont pas exprimées et dans leur effectivité, il faut souvent qu'on revienne là-dessus. Donc j'espère que vous me permettrez de revenir. L'alternance réussie. Je pense que tout à l'heure, je vous ai dit, alternance réussie, moi je ne milite pas pour l'alternance. Okay. Non, moi je milite pour la continuité de mon pouvoir. C'est clair. Du coup, les conditions pour une alternance réussie. Continuité, vous militez pour la continuité alors que dans votre parti, les jeunes se plaignent? Non, j'en viens, attendez. Okay. Moi, je milite pour la continuité de mon parti au pouvoir. L'alternance réussie, ça ne m'intéresse donc pas. Maintenant, que vous voyez l'alternance à travers le renouvellement de la classe politique, comme on semble le dire tout à l'heure. Le leadership politique. Le leadership politique, là, je suis d'accord, je vais vous dire pour moi ce qu'il faut. Okay. Et au sein de mon parti, oui, tout se fait pour que nous puissions nous exprimer de façon démocratique. Que la jeunesse ait l'occasion, contrairement à ce qui a été dit, de s'exprimer depuis la base. Nous préparons par exemple nos élections à la base pour élire nos instances. Ça se prépare au sein de l'Union progressiste, activement, actuellement, pour que nous puissions, depuis la base, depuis nos cellules de village, depuis nos cellules de quartier, choisir de façon démocratique nos responsables. Au niveau sous-session, c'est-à-dire arrondissement, au niveau session, c'est-à-dire commune, ainsi de suite. Pour nous exprimer, pour choisir ceux qui vont nous représenter au sein de notre parti, et donc par ricochet, ceux qui vont nous représenter probablement aux différentes élections. Donc, nous avons notre destin en main. Si tant est que, en matière de pourcentage de représentativité, nous sommes majoritaires. Les autres ne sont pas la base de nos problèmes. Si ce cadre qui a été tracé pour notre parti depuis sa création, dont nous faisons l'expérience progressivement, excusez-moi, jusqu'à aujourd'hui, se met en place, on n'a rien à craindre. Aucun jeune ne devrait rien avoir à craindre. Tout le monde doit attendre que le cadre soit tracé, que le débat soit ouvert, que les hostilités soient lancées, et chacun va s'exprimer à l'intérieur de son parti. Chacun va s'exprimer à l'interne
ceux qui ne sont pas d'accord, comme je vous l'ai dit, moi je suis de nature à partir quand je ne suis pas d'accord. Personne ne me retient et personne ne peut me retenir. Personne, je le précise. Il n'y a aucun moyen pour me retenir quand je ne suis pas d'accord. Si j'y suis pour le moment, c'est parce que j'estime que le débat démocratique se fait, que nous faisons notre expérience de jeune parti, parce que malgré nos 5 ans, on demeure un jeune parti. Nous fêtons nos 5 ans aujourd'hui d'ailleurs, le 1er décembre. Donc, nous faisons notre expérience en tirant encore beaucoup de leçons de nos aînés. Vous n'avez rien contre donc lorsqu'on brime des jeunes comme vous qui se permettent de se donner certaines libertés? Moi, je n'ai jamais été brimé. Je m'exprime toujours. En tout cas, vous me connaissez, je suis un esprit libre, je m'exprime toujours. Et personne ne m'a encore appelé au sein du parti pour dire ce que tu as allé dire la dernière fois, on a entendu, là, ne répète plus jamais ça nulle part. Jusqu'à aujourd'hui, personne. Personne ne peut le faire. Parce que je vais dire à la personne le même jour que j'ai ma liberté d'expression. Dans la discipline du groupe, bien sûr. Dans la discipline du parti. Je ne peux pas me permettre de venir ici sur votre plateau pour dénigrer mon parti. Si j'ai des choses à dire au parti, j'attends que les instances, pas plus tard qu'il y a à peine 5 ou 4 mois, mais il y a eu une tournée de notre parti dans presque toutes les communes où les jeunes ont eu l'opportunité de demander ce qui s'est passé à Croix-Missérité. Des jeunes se sont exprimés. Ceux qui ne sont pas contents, parce que nous ne pouvons pas tous être contents. Il y en a qui peuvent avoir des faits qui n'approuvent pas. Ils l'ont exprimé de façon libre. Et je peux vous dire que nos responsables, contrairement à ce qui se dit dehors, suite à ces moments d'expression de mécontentement, appellent les individus après ces séances-là pour les écouter de plus proche. J'en ai des preuves que je peux vous apporter. Donc, nous, en tout cas pour l'instant, pour ce qui me concerne, je ne me sens pas empêché d'expression au sein du parti Union Progressiste. Je ne vais pas parler au nom des autres partis de la mouvance, je parle au nom du parti Union Progressiste. Personne n'empêche personne de s'exprimer. Et nous exigeons, et il est tout à fait normal que la discipline de groupe soit exigée dans un groupe qui veut avancer. Et c'est cette discipline-là, cette discipline de groupe qui doit nous obliger. Je ne parle pas forcément du cas que vous avez spécifié, moi je parle dans un cadre général. C'est cette discipline qui doit caractériser notre parti faut en parler. et qui, vous savez, qui nous empêche de voir des scènes comme ce que vous avez décrit tout à l'heure où des responsables de parti en sont venus aux mains. Nous, ce n'est pas que les tendances de jeunes comme ça capables d'en venir aux mains manquent, mais nous avons pour l'instant des gens d'une certaine sagesse qui nous montrent à travers l'école que constitue notre parti que ce n'est pas des choses qu'il faut faire. Qu'on n'est pas tout le temps content, même ailleurs, on n'est pas tout le temps content. Mais quand on n'est pas content, qu'on l'exprime d'une autre manière, de façon plus raffinée à l'intérieur de son parti, et qu'on attend l'opportunité pour remplacer peut-être les autres comme nous le disons. Ceci dit, Rampis, je voudrais vous proposer... Je ne serais pas impatient, il a demandé... Ici, là, vous allez dire que le temps est impacté. Je voudrais vous proposer... Allez-y rapidement, monsieur Lago. Qu'on revienne autour de notre thème, parce que je suppose que les téléspectateurs qui ont entendu parler du thème s'attendent à ce que nous les développions. Allez-y rapidement, monsieur Lago. Lorsque nous parlons du réel enjeu pour 2026, de réel enjeu pour 2026, et à côté de ça, nous mettons en même temps les questions de renouvellement, de leadership. Je pense que ce que nous disons véritablement, c'est de ne pas voir en 2026, que ce soit la mouvance, que ce soit l'opposition, que nous ne voyons pas à 100% les mêmes têtes. Excusez-moi, ça m'embête un peu. Les mêmes têtes ou les mêmes manières de faire? Non, je veux dire les mêmes têtes, parce que les manières viennent des têtes. La dernière fois, excusez-moi d'en arriver là, nous avons suivi dans la semaine la rencontre du chef de l'État avec un parti de l'opposition. Mais moi, j'ai vu des gens que je voyais depuis 15 ans, 20 ans. Je ne dis pas qu'il faut les balayer, mais j'aurais souhaité qu'il y a 50%, que ce soit de nouvelles têtes. Vous rejoignez M. Avoyon sur la question. C'est possible. Donc, je souhaite que ne serait-ce qu'à 50%. Moi, je ne dis pas que tout le monde doit partir. Parce que c'est une chaîne. Il faut une transmission. Il y a des gens qui ont encore des choses. Il y a des gens qui ont encore quelques pratiques à nous, à partager avec nous, avant de partir. Des choses, on ne connaît pas tout dès l'âge de 25 ans, dès l'âge de 35 ans. On dit,
Si à 25 ans, vous n'êtes pas révolutionnaire, vous n'avez pas le cœur. Mais si à 40 ans, vous continuez de l'être, c'est que vous n'avez pas la tête. Donc, ce que vous voulez, c'est que ces personnes-là commencent à passer la main, c'est ça? Mais ce n'est pas à eux de passer la main. Je ne les accuse pas, eux. Il revient à la nouvelle classe et à ceux qui caractérisent ce nouveau leadership dont vous parlez, de s'imposer dans le débat. De leur dire, par exemple, à l'intérieur, vous ne pouvez plus être ce nombre-là, continuer à être à de pareilles rencontres. Nous aussi, on veut apprendre comment on parle avec un chef d'État, comment on discute des questions d'État. Il faut qu'on apprenne à vos côtés. Président Wilfried Apollinaire Avognon, nous allons parler de la question de l'alternance. Comme enjeu pour 2026, est-ce que le débat se fait au sein de votre parti politique? Qu'attendez-vous? Comment œuvrez-vous pour que, vous l'avez dit tout à l'heure, que personne ne veut que la mouvance gagne les élections de 2026. Mais qu'est-ce que vous faites pour gagner les élections en 2026? Merci, Pis, même s'il a pris tout le temps pour revenir sur... Aujourd'hui, vous me faites le procès. Non, c'est très important parce que, vous savez, l'UP, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, même s'ils mettraient de celui qui ne les aime pas, non, ce n'est pas ça. L'UP, quand ils sont les plus grands partis politiques, ils ont plus... Non, il faut comprendre, et le peuple béninois sait bien de ce que je dis, c'est bien, très bien ce que je dis. Ils ont empêché tout le monde d'aller aux élections et ils ont obtenu ce qu'ils veulent. Quand ils ne peuvent pas l'obtenir, ils retournent à l'Assemblée pour revoir les lois pour l'obtenir. Quand ils sentent que tel groupe peut leur créer des problèmes, ils prennent les dispositions pour l'obtenir. Ce sont des pratiques qui ne devraient pas qui ne devraient plus continuer. Et du coup, quand on parle de l'alternance, non, pour moi, ce n'est pas renouveler les hommes, comme il le dit ou bien certains jours. Il faut renouveler l'ancienne politique et tous les hommes qui les incarnent. Je me répète. Il faut renouveler l'ancienne politique et tous les hommes qui les incarnent. Si on ne dit pas de tuer les gens, vous comprenez ce que je dis, on ne dit pas de... Non, il faut les renouveler. Il faut finir avec l'ancienne politique. C'est de ça que je dis, il faudrait plus de Béninois, plus patriotes, d'autres nouveaux types d'acteurs politiques et qui n'ont rien à voir avec l'âge. Et quand je dis que l'âge, j'ai expliqué tout à l'heure. Mais qu'est-ce que nous faisons? Sans vous mentir, en toute honnêteté, sans me jeter des fleurs, notre résistance en réalité est la preuve du désir ardent du renouvellement de la classe politique. Notre désir ardent de pouvoir renouveler l'ancienne politique et finir avec les hommes qui les incarnent. Quand je dis, je précise bien, ce n'est pas de tuer les gens, mais c'est de les aider à prendre une retraite méritée ou non méritée. Vous savez... Les élections dernières, les élections dernières, oui. Vous savez ce que la Sénat nous a reproché pour rejeter notre dossier? Non. D'accord. Je répète ici sur le plateau parce que c'est la première fois. La Sénat nous disait, pour un seul argument, la Sénat disait que nous avons mis la même personne 2 fois sur la liste. C'était ça. C'est le seul. J'ai le papier de 9 novembre qui est là. C'est pour vous montrer qu'en réalité, le renouvellement, nous l'incarnons, nous sommes le renouvellement. Nous le prenons et nous agissons pour. On nous a empêchés d'aller aux élections parce qu'on disait que nous avons mis une dame qui s'appelle Zia Goïchi, la même personne 2 fois sur la liste. Quand j'ai vu, j'ai dit, mais si ce n'est que ça, tant mieux. Puisque les lois nous permettent de saisir, j'avais 3 jours, 112 heures pour saisir la Cour constitutionnelle. Donc, avec le service d'un avocat, on a saisi la Cour. Entre-temps, figurez-vous, parce que la plupart des choses, c'est des jeunes. Et il y a des nouveaux papiers comme CIP que tout le monde n'avait pas, ou bien d'autres en avaient, il y avait des erreurs qu'il faut lancer, recorriger. Presque tous les jours, j'étais au téléphone avec le directeur, l'ancien directeur général de l'ADIP. Et donc, du coup, à la Sénat, à la Cour constitutionnelle, avant d'y aller, l'avocat dit, mais saisissez, attirez l'attention de la Sénat là-dessus. Et que ce que j'ai fait, on a signé, j'ai envoyé une lettre à la Sénat. Le même jour, le directeur général des élections m'a appelé. J'ai des conversations qui sont encore ici pour dire je vous présente les excuses officielles de la Sénat. Puisqu'on avait déjà introduit le recours, et il allait dire qu'il allait nous remettre dans nos droits. J'avais annoncé ça sur nos fronts, tout le monde était content. Les gens ont repris en été tout ce qu'il faut. Vous savez, notre slogan, vous savez, Etikon. Etikon, c'est pas, malheureusement, les gens pensent que c'est dirigé vers quelqu'un. Nous ne sommes pas, parce que quand vous êtes de la mouvance aujourd'hui, vous êtes un talonniste, excusez-moi l'expression, si ça vous dérange. Si vous êtes de l'opposition, vous êtes yaïs, enfin, excusez-moi toute l'expression. Nous ne sommes ni yaïs, nous sommes ni
talonniste parce que être du talon n'est pas un projet de société. Être de Yaïs n'est pas un projet de société. Nous savons en quoi nous croyons, ce pourquoi nous faisons et nos idéologies, nous travaillons chaque jour là-dessus. Je suis allé à la cour tout confiant parce qu'en son temps, j'ai mis la pression à l'ANIP pour venir avec les 2 papiers. Pour dire, l'autre s'appelle Ezi Agos Juliette et l'autre s'appelle Agos Juliette. Ce n'était pas la même personne. Le président de la cour dit, est-ce que, en dehors de ça, est-ce que vous leur reprochez d'autres choses? Or, c'était la seule chose. Il fallait nous trouver à tout prix des arguments pour nous enlever. Mais ils n'avaient rien contre vous, donc pourquoi on vous aurait enlevé? Il y avait le second truc qu'on a trouvé le jour. On a dit, il y a une dame, ça fait on est rentré à la Sénat à 22h 12 minutes. On est sorti à la Sénat le lendemain à 9h. Nous sommes des humains. Ça, je vous assure, c'est pour avoir passé 3 nuits, 3 jours sans dormir. Pour préparer les dossiers. C'était pas facile. Est-ce que s'il n'y avait pas une part d'inexpérience? Non, je ne pense pas. L'ANIP était un problème pour nous. Parce que les pièces, on en délivrait avec tant d'erreurs. On demandait de correction. J'ai des conversations ici, je peux prouver ce que j'ai dit. J'ai introduit des... Vous savez, j'étais le monsieur qui criait plus quitte fiscal. Figurez-vous, le lendemain, on a rejeté notre dossier. Le directeur général des impôts nous a remis tous nos quitus fiscaux qu'on attendait. Finalement, non, s'il vous plaît. Oui. Le jour on nous a rejeté à la Cour constitutionnelle, le lendemain, le directeur général des impôts nous a remis tous nos quitus. Ça veut dire que c'était là. On ne voulait pas nous donner. Donc, ce que vous c'est pour vous dire quoi? C'est qu'on on met tout l'appareil. Et c'est ça, ils finissent pour dire qu'ils sont grands partis. C'est-à-dire, on met tout l'appareil, que ce soit à disposition de la machine pour empêcher les gens de s'exprimer. Les jeunes. Et quand je dis, non, ce n'est pas seulement les jeunes, un nouveau type d'acteur politique qui veut s'exprimer, qui veut aller aux élections. J'ai dit au président de la Cour, la seconde chose que vous nous reprochez, c'est Akpana Nafissatou. Mais on a fait Akpana Mojitu. Enfin, c'était un nom de mal écrit. Et je leur ai montré que c'était une erreur d'inadvertance qui pouvait arriver. Et que la Sénat, j'ai prouvé, j'ai demandé au président de la Cour. J'ai dit, monsieur le président, allez, prenez le dossier que la Sénat m'a donné le 2 novembre. Allez à la séance circonstance, c'est moi-même. Regardez ici, là, j'ai déposé le crédit fiscal. Le président de la Cour a constaté que le papier que la Sénat m'a donné le 2 novembre 2022, il n'y avait pas le crédit fiscal, que je n'ai pas donné le crédit fiscal. Mais le dossier, la notification que la Sénat m'a fait arrêter le 9 novembre, que j'ai déposé le crédit fiscal. J'ai demandé alors, monsieur l'avocat de la Sénat, est-ce que de 2 au 9 novembre, j'ai mis pied à la Sénat pour remettre, ou bien j'ai envoyé quelqu'un pour déposer mon crédit fiscal? Il dit non, que c'est des erreurs d'écriture. J'ai dit très bien, si vous pouvez faire des erreurs, nous pouvons aussi faire pour un non. Monsieur le président, laissez-nous aller aux élections. J'ai dit, renvoyez pour telle chose, on revient, c'est pour dire, vous n'allez pas aux élections. C'est pour vous dire, que nous avons ce désir, nous l'incarnons, nous travaillons, toute notre énergie est pour le renouvellement, pour qu'il y ait d'autres types d'acteurs politiques. Qu'on ne me dise pas que je ne suis pas bien formé, parce que les jeunes sont mieux formés qu'eux. Il y a beaucoup plus de docteurs, d'ingénieurs aujourd'hui qu'il y en avait. Il y a d'expérience. On en avait, eux, ils allaient, comme l'a dit mon ami tout à l'heure, ils allaient disons en fonction de sans expérience. Or, aux jeunes aujourd'hui, il parle de 6 peines. J'ai passé en réalité 11 ans au ministère du Plan. Je connais mieux ces projets que vous. C'est pour dire qu'en réalité, quel était le résultat? On n'a pas fait tout le parcours. Les gens sont expérimentés, ont la compétence pour faire, on les empêche d'aller aux élections. Et je pense, oui. Ce qui s'est passé en 2019, en 2020, en 2021, 2022 ne peut plus se passer en 2019, en 2023. Et ça, parce que le contexte, le contexte a changé. Monsieur Avoyon, le contexte a changé. Le contexte a beau changer, mais le système reste le même. Et ma question pour vous, c'est face à ces goulots, quels espoirs pour que ne subsiste vous connaissez la vision, vous connaissez la vision de la CEDEAO pour 2020. La vision de la CEDEAO, c'était la vision des peuples. Et je sens aujourd'hui que le peuple en avance sur les gouvernants. Vous avez vu la crise qu'on a eue au Niger. Ce n'était pas crise seulement du Niger, c'était la crise de la CEDEAO. Ce que le Bénin puisse se donner, les autorités béninoises ont pu faire par rapport aux restrictions aux gens de participation aux élections en 2019, 2020, 2021, 2023 ne pourra plus se passer. Et c'est pour ça que je voudrais inviter les jeunes, où qu'ils soient, s'ils ne sont pas ces démarcheurs politiques, des jeunes démarcheurs politiques dans les formations politiques, je voudrais les inviter à s'engager massivement. Et comme Alain Foucault l'a dit,
Il faut cesser de laisser cette activité, pas de la politique, à ces vieux essentiellement mis par des intérêts personnels égoïstes. Ils ont leur avenir derrière eux. Nous avons encore nous sommes du soleil levant. Nous sommes le renouvellement de la classe politique. Et donc, je voudrais inviter ces jeunesses et je peux vous assurer que nous travaillons à ça. Monsieur Nagokuta. Enfin, merci. Non, je pense que... non, je voudrais dire à M. Avoyon, parce que j'ai eu l'impression tout à l'heure que le renouvellement de la classe politique dont nous parlons, il a focalisé ça sur les mésaventures de son parti, pour finir par conclure que c'est eux qui incarnent en réalité ce renouvellement et cette alternance. On peut concéder ça. Ce que moi je voudrais dire, le nouveau leadership doit commencer déjà par penser le contraire de ce que M. Avoyon pense, que la politique n'est pas une carrière. Mais non, il y a des carriéristes ailleurs. C'est justement le fait de penser que la politique devait être une activité secondaire pour certains. Nous sommes tous formés pour quelque chose. Mais on peut décider à un moment donné. Nicolas Sarkozy, avocat de formation, a décidé à un moment donné de consacrer son temps à la politique et rien qu'à la politique. Ça aussi, c'est un changement de discours, c'est un changement de méthode. Et ça fait partie du leadership. Donc moi, je n'ai jamais été d'accord, même si le président de la République le dit, parfois, moi, ce n'est pas mon point de vue, qu'on ne devrait pas avoir des politiciens de carrière. On peut en avoir. Je peux avoir mon doctorat et décider de n'être qu'au service de la cité. C'est un choix. Libre à ceux qui ne partagent pas ce choix de combattre ça. Mais moi, je voudrais désormais que nous sachions que faire la promotion, que vous, M. Avoyon, malgré tout, quand vous trouvez une opportunité, parce qu'effectivement, il faut exister avant de parler de gestion de la cité, mais que si l'occasion s'offre à quelqu'un qui a les moyens qu'il faut pour se dire, moi, je consacre toute ma vie désormais, travailler, que je sois dans la mouvance ou dans l'opposition, si cela s'impose à moi à un moment donné, d'être un politicien de carrière, de penser tous les jours les projets de développement, comme vous le dites, d'amener les jeunes à se former aussi sur ces projets de société et prendre le leadership pour politique. Avoir un rôle actif dans l'élaboration des politiques publiques. De façon permanente aussi, c'est ma conception. Et puis, voyez-vous, cessons aussi de penser que c'est les autres qui nous empêchent. Je vous l'ai dit. Tout à l'heure, vous avez dit... Vous avez une minute. Je ne sais pas si vous avez remarqué que tous les acteurs de l'opposition disent à chaque fois, on nous a empêchés de l'opposition. Ils ne sont pas un grand parti. Ils nous ont empêchés. Les démocrates ont dit, quand les FCBE allaient aux élections, qu'on les a empêchés, eux, les FCBE ne représentaient pas le peuple, ils n'ont pas trouvé. Ils ont eu l'opportunité, la dernière fois, ils ont eu 28 députés sur 109. Aujourd'hui, il estime, lui aussi, qu'on les a empêchés, eux, ils auraient pu battre la mouvance. Mais moi, si j'étais à votre place, à chaque étape, c'est possible, vos mésaventures, ça peut être justifié, mais je vais travailler avec le parti de l'opposition, même si je le soupçonne d'être proche de la mouvance, comme vous avez fait pour certains, j'irai travailler à ce parti-là pour montrer qu'effectivement, la mouvance est faible. Si j'étais à votre place la dernière fois, qu'on a empêché ma liste, alors que j'étais capable, avec mon électorat, de battre l'UP et le BR, j'irai au secours des démocrates pour battre l'UP et le BR. Pour démontrer que ma force est dedans. Du coup, je voudrais que nous changeons aussi, nous qui voulons ce renouvellement de la classe, qu'on change de discours, qu'on change nos postures, qu'on change la manière de faire les choses, parce qu'il faut aussi qu'on apprenne à contourner nos obstacles. Les vis-à-vis, les adversaires, à des occasions données, peut-être vont nous poser des obstacles. Mais qu'on sache désormais qu'ils ne savent pas d'aller croiser les bras quelque part, parce que ça, par contre, c'est ce que propose le chef de l'État. Qu'on ne se lamente pas sur des situations données pour créer d'autres situations juste parce qu'on a des difficultés à un moment donné à participer peut-être à une élection ou à une autre, mais qu'on apprenne à contourner. Je voudrais vous dire, pour finir, en attendant de vous donner la parole, que contrairement à ce que vous avez dit jusque-là, contrairement à ce que vous avez dit jusque-là, de me retourner la parole. La classe politique se renouvelle. Ah oui. Oui, bien sûr. Moi, je voudrais dire à mon ami Avoyon que ce n'est pas ceux que nous avons vus comme présidents de partis politiques depuis des années qui sont à la tête de l'Union progressiste aujourd'hui. J'ai vu les débuts politiques de Joseph Diagono. Moi, c'est lui le président de l'Union progressiste aujourd'hui. C'est un progrès, c'est un mérite qu'il faut reconnaître à l'Union progressiste. Ceux que vous voyez aujourd'hui comme dirigeants de l'UP, le bureau, où vous avez deux jeunes maires, celui de la ville
de Ouida, qui doit être votre collègue du ministère, et celui de Bani Kouara, qui sont dans nos instances aujourd'hui, ça, c'est du renouvellement. C'est autre forme de leadership. Merci, monsieur. Et c'est l'UP qui le fait. Merci, monsieur Anago Kouta. Alternance et renouvellement du leadership politique. Wilfried Apollinaire Avoyon, nous sommes au terme de cette émission. Votre mot de fin. Non, merci. J'apprécie mon cher ami qui estime qu'il faut avoir d'autres acteurs politiques, mais qu'il faudrait des politiciens carrés. Je lui concède ça. C'est son opinion, c'est pas notre. Parce que dans le contexte, on a tellement de problèmes pour pouvoir consacrer la vie à ça et que nos cultures ne permettent vraiment pas ça. Je voudrais penser avec vous, je voudrais partager avec nos concitoyens qui nous suivent que nous travaillons pour le renouvellement de la classe politique qui n'a rien à voir avec l'âge. Nous travaillons pour participer aux élections et nous demandons que les gens puissent comprendre en réalité qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres sons de cloche. Nous ne sommes pas un parti d'opposition parce qu'il y a une belle politique, cette opposition. Je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai répété. Nous savons ceux qui sont de la mouvance aujourd'hui et les élections récentes qui sont passées. L'opposition au Bénin aujourd'hui est une très belle pourriture et je l'ai dit, c'est pour ça. Et parce qu'il me qualifiait de opposant aujourd'hui, nous avons une opposition de non-alignés, peut-être difficile pour vous de comprendre, et que vous avez passé votre temps à exprimer que c'est vous qui êtes, que tout change bien chez vous. Mais je voulais défier, pour finir, je voulais défier l'UP, parce qu'il vient de faire 5 ans d'existence comme pratiquement le BR, de laisser, comme il a dit, de laisser les élections libres pour que les jeunes puissent, enfin, quand on veut renouveler les instances, parce que ça fait partie des conditions pour bénéficier de financement public, que les organes se renouvellent, se fonctionnent normalement, qu'ils puissent vraiment aller aux élections démocratiquement, renouveler les élections, et on verra si le UP sera l'UP que vous voyez. Et donc c'est pour dire que nous faisons ce que nous pouvons faire, et j'espère qu'il faudra laisser respirer la démocratie à l'intérieur des partis politiques avant de pouvoir espérer laisser respirer la démocratie pour le pays. Parce que pour l'instant, ils empêchent tout le monde, ils seraient fatigués d'entendre ça, mais on le dira toujours. Et le peuple béninois qui nous suit sait qu'en réalité, ces gens-là nous ont empêchés d'aller aux élections. Merci, et ils travaillent chaque jour pour le faire également. Monsieur Avoyon. C'est moi. Monsieur Dimitri Anago Kouta, votre mot de fin. Mon mot de fin ou ma conclusion va cadrer à nouveau avec notre thème et vous orienter vers ce qui se passe avec notre pouvoir. Ou un président de la République peut vous dire désormais, c'est mon partisan, mais quand il est en difficulté avec la loi, il doit répondre. Et qu'il ne devrait pas avoir de compromission pour des acteurs juste parce qu'ils sont des acteurs politiques. Parce qu'on a dit tout à l'heure, le leadership, c'est le discours, comme il a dit, ce n'est pas forcément les hommes. Mais nous faisons les deux. Vous verrez au sein de l'Union progressiste, non seulement les hommes, mais une différence dans la manière de faire les choses. Allez voir désormais comment l'Union progressiste place la femme au cœur de l'action politique. 30 secondes pour ça finir. aussi, c'est une forme de changement de leadership. Ça va être ma conclusion pour vous dire tout simplement que des choses bougent beaucoup et que nous appelons toute la jeunesse, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la mouvance, à participer davantage à ce que nous ne soyons pas en train de dénoncer ce qui est passé et que nous restons au même moment collés à ça dans nos discours. Donc on va tous espérer que 2026 soit une nouvelle ère politique. Où le parti de la mouvance se renouvelle avec les jeunes au pouvoir. Alors, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission politique sans tabou. Merci à tous les téléspectateurs, à tous les plus de 1000 téléspectateurs en direct qui ont suivi cette émission. En nouvelle diffusion sur Reporter Bénémonde. Merci de nous avoir suivis et à vendredi sur Prochain pour un autre numéro.